Sur la base de mes perceptions intuitives, on observe une probabilité concrète que certains événements sismiques de pertinence se produisent aux États-Unis. Je m'appelle Gilles Thomas, et je travaille comme une psychique intuitive, hypnothérapeute et médiateur de messages de guide spirituel, une fonction qui fait l'exécution de ma chaîne YouTube, intitulée Little Bit of Woo. Dans ce contexte, ma principale motivation réside dans la réalisation de lectures intuitives, en particulier à un moment où la communauté démontre une appréhension marquée face à des scénarios mondiaux contemporains. Ma contribution est d'offrir une perspective qui atténue une peur excessive, démontrant que malgré les adversités imminentes, le résultat ne sera pas aussi catastrophique que l'on l'imagine. Le message central véhiculé par les guides spirituels, et que je m'efforce de se propager, est que, en fin de compte, l'humanité trouvera l'équilibre et la surmontée. Dans le même temps, il existe des directives pratiques que les guides trouvent pertinent de partager comme mesures préventives. Il s'agit notamment de l'entretien des réserves financières et de la nourriture, de l'attention aux oscillations climatiques et de l'adoption d'une posture proactive face aux éventuelles éventualités. Bien que la probabilité de graves événements graves soit réduite à la majorité, la préparation donne une sécurité psychologique et matérielle, quel que soit le déploiement des événements. Après tout, même si les événements indésirables sont limités à la portée des médias, la résilience individuelle et collective sera renforcée par cette posture prudente. D'un point de vue intuitif, il existe un réseau complexe de dynamiques cachées à l'échelle mondiale, dont l'accès complet et la compréhension sont inaccessibles pour la plupart. Beaucoup décrivent la conjoncture actuelle comme une intrigue digne de récits fictifs, plein de conflits stratégiques et de manœuvres de pouvoir qui ressemblent à un spectacle soigneusement orchestré. Cette représentation n'est pas décontractée, il y a un intérêt délibéré dans lequel la population interprète les faits comme un drame lointain, dans lequel leur participation ou leur influence sont nulles. Une telle perception de l'impuissance, cependant, est induite, en particulier par les médias, dans le but d'inhiber l'expression critique et la résistance aux citoyens face à des décisions ou des actions considérées comme éthiquement discutables. Je ne crois pas, cependant, qu'il existe un complot mondial axé exclusivement sur la promotion des expériences négatives. Ce qui est observé, ce sont différentes factions, chacune avec des vues particulières sur la destination de la planète. Ces perspectives ne sont pas nécessairement classées en termes moraux binaires, tels que « bien » ou « mal », mais comme des propositions qui peuvent être plus ou moins alignées sur l'évolution de la vie dans son essence. Certains groupes préconisent des modèles spécifiques d'organisation sociale, tandis que d'autres ont des alternatives divergentes, générant un affrontement subtil mais constant sur la direction que l'expérience foncière devrait prendre. Aux États-Unis, ce scénario se manifeste avec une intensité singulière, en particulier dans la sphère politique. La polarisation actuelle reflète les performances de différents segments qui cherchent à imposer leurs agendas, générant souvent de la frustration à la population, qui peut approuver partiellement les actions d'une administration, mais rejeter d'autres initiatives du même groupe. Les médias, à leur tour, ont exacerbé cette division en favorisant l'idée que les adhérents des idéologies opposées, démocrates, républicains ou libertaires, doivent être perçus comme des antagonistes irréconciliables. Cette stratégie vise à créer un climat d'hostilité mutuelle, dans laquelle le dialogue donne de l'espace à la disqualification systématique de l'autre, étiquetée comme ignorante, manipulée ou dépourvue de discernement. Une telle approche, cependant, est artificielle et contre-productive. Bien que les divergences soient inévitables, il est essentiel de reconnaître que la coexistence d'opinions différentes ne doit pas entraîner de conflits personnels. Il est donc suggéré que l'accent est mis sur les points de convergence, dans lesquels la collaboration est viable, tandis que les désaccords doivent être gérés. Comme avec le respect mutuel. La prémisse que nous pouvons être en désaccord et pourtant maintenir des liens d'amitié devient donc un principe directeur essentiel pour surmonter les tensions actuelles. En ce qui concerne les préoccupations concernant des tentatives présumées de subversion ou d'établissement de régimes autoritaires, mon interprétation intuitive indique que de telles perceptions sont en partie le reflet des différends entre les factions mentionnées. Ce n'est pas nécessairement un complot unifié, mais un jeu d'intérêts pluriel. Il projette même une transition progressive vers un modèle moins polarisé, peut-être plus centriste, bien qu'il ne soit pas strictement aligné sur une idéologie existante. Ce mouvement serait bénéfique, car il réduirait les extrêmes et favoriserait un environnement plus propice au dialogue constructif.
En ce qui concerne les phénomènes naturels, les informations reçues indiquent la survenue d'un tremblement de terre d'amplitude considérable aux États-Unis, avec une plus grande probabilité d'impact sur la région centrale, où l'infrastructure n'a pas été conçue pour résister à des chocs sismiques intenses. Bien que les prévisions temporelles soient telles inexactes que les guides spirituels ne fonctionnent pas avec les références chronologiques humaines, on estime que l'événement peut se produire entre la fin de 2025 et le début de 2026. En revanche, un tremblement significatif en Californie, bien que probable, ne devrait pas causer de dommages matériels significatifs, générant simplement une alarme dans la population. La différence cruciale réside dans le fait que, dans des domaines comme la Californie, les bâtiments sont adaptés aux activités sismiques, tandis que dans d'autres régions du pays, où l'utilisation de la maçonnerie est courante, le manque de préparation structurelle peut aggraver les conséquences, même si l'ampleur du shake n'est pas exceptionnelle. L'occurrence d'un tremblement de terre en Californie, bien que probablement, serait influencée non seulement par l'activité tectonique, mais aussi par des caractéristiques topographiques spécifiques de la région. Cependant, les projections indiquent qu'un tel impact significatif devrait se manifester aux États-Unis entre la fin de 2025 et le début de 2026. Cette estimation n'est pas basée exclusivement sur les données géologiques, mais également sur les observations empiriques qui considèrent les éléments contextuels, tels que le climat et les modèles comportementaux pour l'exemple, l'utilisation de vêtements adaptés aux stations plus froides, suggérant une période spécifique de l'année. En ce qui concerne les défis imminents pour la mise en œuvre de mesures efficaces contre le changement climatique aux États-Unis, l'obstacle principal réside invariablement dans des questions économiques. L'industrie des combustibles fossiles maintient une position dominante sur le marché, tandis que les défenseurs d'alternatives durables sont confrontés à la résistance structurelle et culturelle. Un exemple emblématique de cette dichotomie est l'adoption de véhicules électriques, VES, dont l'acceptation est altérée par les limitations techniques et la perception de l'inefficacité. Bien que de nombreux propriétaires signalent la satisfaction à l'égard de ces véhicules, la couverture médiatique biaisée, qui met l'accent sur les défaillances ponctuelles, telles que l'indisponibilité des stations de recharge, renforce le scepticisme public. Ce récit est aggravé par le manque d'infrastructures adéquates, en particulier dans les routes interétatiques, où l'autonomie du VES suscite toujours la méfiance des consommateurs. Un autre facteur critique est la désinformation systématique promue par des secteurs qui nient la science du climat. La diffusion de données scientifiques robustes bosse non seulement dans les intérêts des entreprises, mais aussi dans les décisions politiques qui démontent les institutions de recherche. La réduction du personnel technique et scientifique, telle que observée dans les administrations récentes, compromet la collecte et l'analyse des informations essentielles pour étayer les politiques publiques. Dans ce contexte, l'inertie du gouvernement apparaît comme le plus grand obstacle, sans engagement institutionnel clair, les initiatives d'atténuation du climat restent fragmentées et insuffisantes. La résistance individuelle joue également un rôle pertinent. Les pratiques quotidiennes, telles que la climatisation intensive dans les périodes de chaleur extrême, reflètent une réticence à adopter des changements qui, bien que nécessaires, sont perçus comme restrictifs. Bien que les progrès technologiques puissent rendre ces systèmes plus efficaces, l'absence d'incitation, soit par le biais de réglementations, de subventions ou de campagnes éducatives, perpétue un cycle de consommation insoutenable. Anal. Ogia avec l'environnement d'entreprise est pertinent, tout comme une entreprise priorise uniquement une initiative lorsqu'il y a un leadership engagé, la transition écologique nécessite une direction claire des sphères du pouvoir. En ce qui concerne l'adaptation urbaine face aux catastrophes naturelles, l'histoire démontre que des transformations importantes se produisent généralement a posteriori. La révision des codes de construction, la redéfinition des zones de risque et la mise en œuvre d'infrastructures résilientes ont tendance à être catalysées par des tragédies, comme les inondations qui exposent les défaillances dans les plaines ou les incendies alluviaux qui dévastent les zones côtières, remettant en question la faisabilité de leur occupation d'origine. Le cas des incendies dans la région de Los Angeles et Palisades illustre cette norme, ce n'est qu'après que la destruction des bâtiments près de la côte commence un débat sur la pertinence de sa reconstruction de la même manière. Cette dynamique réactive, bien que malheureuse, est récurrente, les normes de sécurité, telles que l'obligation des portes conventionnelles adjacentes aux portes tournantes, une mesure adoptée après des incendies mortels dans les années 1930, surviennent en réponse à des événements traumatisants. Néanmoins, des perspectives optimistes émergent dans le domaine technologique.
Les innovations dans le secteur automobile, par exemple, peuvent diversifier des alternatives aux combustibles fossiles. En plus des véhicules électriques, il existe des preuves que les modèles alimentés par l'hydrogène, développés en particulier au Japon, peuvent gagner de l'espace sur le marché américain. Cette pluralité d'options, associée à la capacité de recherche et de développement du pays, notamment dans les centres d'excellence et de réflexion, peut accélérer la transition énergétique. De même, les progrès de l'intelligence artificielle, IA, malgré les préoccupations éthiques et existentielles qui augmentent, ont le potentiel de stimuler l'économie. L'application stratégique de cette technologie, en particulier dans des secteurs tels que la santé et les télécommunications, peut être un vecteur de reprise économique, générant une prospérité à moyen et à long terme. Quant à la possibilité de le réaliser une forme de conscience spirituelle, il est peu probable qu'il développe une essence analogue à l'humain, une âme, en termes métaphysiques traditionnels. Cependant, sa capacité à simuler des réponses complexes, y compris les questions existentielles, peut créer l'illusion d'une compréhension transcendantale. Si un système d'IA, développé hypothétiquement par des sociétés telles que Elon Musk, était interrogé sur l'existence d'une puissance supérieure, leur réponse pourrait être articulée afin d'imiter un discours philosophique ou religieux. Une telle performance, cependant, dériverait des algorithmes programmés par des êtres humains, sans fondation dans une expérience subjective ou spirituelle intrinsèque. Bien qu'un système d'intelligence artificielle puisse simuler des réponses qui, à première vue, semblent enduites d'une profondeur spirituelle, une telle apparence n'implique pas nécessairement l'existence d'une dimension transcendante inhérente à la machine. L'expérience humaine, à son tour, reste en substance unique, caractérisée par une subjectivité qui transcende la simple capacité de calcul. La notion d'une âme, comprise ici comme une instance immatérielle capable d'inhabiter simultanément à plusieurs dimensions d'existence, représente un attribut qui, à ce jour, ne trouve pas parallèle dans les avancées technologiques. Il n'y a aucune preuve concrète que l'IA peut jamais reproduire ou même comprendre cette facette de la conscience humaine, qui suscite des questions sur les limites ontologiques de l'intelligence artificielle elle-même. Dans la portée éducative, des transformations importantes sont observées, dont la réception par la société oscille entre enthousiasme et critique. L'un des phénomènes les plus notables est l'expansion de l'enseignement à domicile, non seulement comme une alternative pédagogique, mais comme un modèle en constante évolution, dans lequel les responsables jouent un rôle plus actif dans la formation intellectuelle et morale de leurs enfants. La pandémie a accéléré ce processus, exposant des lacunes dans les programmes traditionnels et révélant, dans de nombreux cas, un contenu idéologique ou des omissions de curriculum qui ont suscité l'inconfort parmi les familles. En réponse, une tendance à personnaliser l'enseignement, médiée par des technologies d'apprentissage à distance qui transcendent les modèles conventionnels de classe distante. Les plateformes interactives, autrefois limitées au niveau d'éducation avancée, permettent désormais aux enfants primaires d'accéder. Soins spécialisés, comme la génétique ou l'économie comportementale, tant qu'il y a une initiative des parents pour intégrer ces connaissances au développement de l'enfant. Dans le même temps, nous voyons une reconfiguration dans l'approche des compétences pratiques, en mettant l'accent sur les compétences applicables à la vie quotidienne et au marché du travail. L'insatisfaction à l'égard de la formation théorique est déconnectée de réalités économiques, en particulier en ce qui concerne la littératie financière et le fonctionnement de systèmes tels que le marché des capitaux, a amené les familles à rechercher des alternatives pour préparer les jeunes à des défis concrets. Ce changement de paradigme suggère un déplacement du monopole éducatif des institutions traditionnelles à des modèles hybrides ou indépendants, dans lesquels l'autonomie des parents dans la sélection du contenu et des méthodologies s'accompagne d'une plus grande pertinence. Dans l'enseignement supérieur, les pressions de réformation sont également évidentes, en particulier la question du financement des étudiants. La crise des prêts éducatifs, marquée par des dettes inestimables et des diplômes discutables, a conduit à des discussions sur la durabilité du modèle actuel. Les futures politiques publiques devraient imposer des limites plus rigoureuses à la dette des élèves, ainsi qu'aux incitations fiscales pour les familles qui choisissent des alternatives au système public, telles que les écoles privées ou confessionnelles. Une telle mesure, bien que controversée, pourrait redistribuer les ressources plus efficacement, alignant l'investissement éducatif avec les choix individuels. Néanmoins, sa mise en œuvre dépendra des débats idéologiques et des intérêts politiques, dont la résolution est encore à venir. Un autre aspect digne d'attention est la manipulation de l'opinion publique à travers les médias,
qui amplifie souvent certains sujets sur les questions structurelles. La saturation informative, que ce soit par des crises humanitaires, des conflits géopolitiques ou des différends des parties, agit comme un mécanisme de distraction collectif, détournant l'attention des aspects qui ont un impact direct sur la qualité de vie des individus. Lorsque la société est bombardée de stimuli alarmistes, sa capacité de réflexion critique et de développement personnel est compromise. La surcharge de nouvelles souvent sensationnelles inhibe la culture des pratiques essentielles de bien-être, telles que la méditation, la connaissance de soi ou la recherche d'une formation complémentaire qui aligne les compétences professionnelles à des fins existentielles. Dans ce contexte, l'intuition, comprise comme une faculté cognitive qui fleurit dans les états d'équilibre intérieur, est particulièrement vulnérable. Des environnements chaotiques ou anxiogènes obscurcissent la voie de l'intuition, ce qui rend difficile l'accès aux informations qui pourraient guider les décisions plus alignées sur les valeurs personnelles. Des sources alternatives d'information, telles que le contenu à long terme produit par des experts indépendants, offrent un homologue au journalisme traditionnel, permettant une analyse plus approfondie des faits. Ainsi, un régime informatif plus sélectif est recommandé, priorisant les espaces qui favorisent la sérénité mentale et la connexion avec les dimensions les plus subtiles de la conscience. Enfin, la suspicion persiste que les structures du pouvoir visibles, représentées par les personnalités publiques et les dirigeants politiques, ne reflètent pas toujours les véritables centres de décision. Dans divers contextes, en particulier dans les pays avec des systèmes de gouvernance complexes, les choix stratégiques sont souvent pris par des comités ou influencent des groupes dont les performances restent opaques pour le public. La figure du leader dans ce scénario peut assumer un rôle performatif, absorbant à la fois les crédits et la critique des mesures dont la paternité est, en réalité, diffuse. Bien que les spéculations sur l'existence de groupes cachés, souvent appelés ravides ou comités directifs, circulent à divers moyens, leur véracité exige un examen critique qui va au-delà des récits de complot, cherchant des preuves tangibles dans le panorama géopolitique de plus en plus complexe. La perception de cette dynamique énergétique, lorsqu'elle est analysée en profondeur, révèle une charge de négativité palpable, dont la nature transcende un simple inconfort rationnel et entre dans une sphère presque tangible de l'agitation existentielle. C'est un sentiment que, lorsqu'elle est appréhendée, cela évoque un besoin presque instinctif de purification, comme si le contact avec de telles forces laisse des résidus invisibles mais perçus, qui nécessitent une sorte de restauration symbolique. Dans ce contexte, il est difficile de avoir besoin de la façon dont ce phénomène se déroulera en termes concrets, en particulier lorsque la performance des personnalités politiques centrales est observée, comme l'administration présidentielle actuelle des États-Unis. Une analyse critique suggère que l'autonomie de prise de décision attribuée au chef de l'État peut être en grande partie une construction rhétorique. Les politiques économiques présentées comme les initiatives personnelles du président reflètent souvent un ensemble de directives préparées par des acteurs dont l'influence opère dans les coulisses du pouvoir institutionnel. En ce sens, la reprise économique du pays, l'urgence indéniable, semble dépendre moins des actions immédiates du gouvernement actuel et de plus d'une reconfiguration structurelle qui ne sera consolidée que dans un horizon de temps plus long. Les indicateurs actuels signalent déjà une récession imminente, bien que leurs déclarations formelles puissent prendre du temps pour être officielles, selon les critères techniques adoptés par les organismes compétents. Quel que soit le moment où ce diagnostic est confirmé, le dépassement de ce scénario semble lié à une transition de leadership qui va au-delà du cycle électoral immédiat. Les projections indiquent que l'administration ultérieure, pas celle qui finira par succéder au courant en 2024, mais celle qui émergera dans le cycle suivant, peut mettre en œuvre des changements importants dans les secteurs stratégiques, en particulier la santé publique. Une progression technologique remarquable dans ce domaine est attendue, motivée par l'introduction de dispositifs médicaux innovants et de thérapies de précision, dans lesquels les États-Unis devraient jouer un rôle protagoniste. Dans le même temps, l'industrie de l'électronique et l'industrie automobile devraient ressentir des talents qualitatifs, pas nécessairement limités à l'expansion des véhicules électriques, mais couvrant des solutions hybrides et des systèmes de mobilité toujours au stade embryonnaire. En santé, il existe une tendance croissante à l'intégration des approches naturelles et complémentaires des protocoles conventionnels, sans impliquer l'abandon de procédures chirurgicales ou de technologies avancées. Au contraire, ce qui est aperçu, c'est une synergie entre les connaissances traditionnelles et les innovations scientifiques, en particulier dans le développement de composés dérivés de sources de plantes, dont la normalisation,
actuellement un défi logistique et pharmaceutique, devrait atteindre des niveaux d'efficacité comparables aux médicaments synthétiques. Dans ce processus, l'Amérique du Sud peut émerger en tant que fournisseur de concentrateurs de matières premières et de connaissances ethnomédicales, dont l'incorporation dans les systèmes de santé occidentaux se heurte toujours aux obstacles réglementaires et culturels. À long terme, il est prouvé que le modèle de santé aux États-Unis pourrait évoluer vers un système plus universel, éventuellement en élargissant des programmes tels que Medicare, permettant aux citoyens non âgés d'adhérer à un plan public comme alternative à l'assurance privée, dont la logique marchande n'a pas été non durable. Cette transition, cependant, ne se produira pas sans tension, en particulier dans un scénario où les hôpitaux locaux, déjà sous pression par les coupes budgétaires et la centralisation des entreprises, sont confrontés au risque d'effondrement. La survie de ces institutions peut dépendre d'un mouvement de sauvetage communautaire, dans lequel les municipalités et les États assument un rôle plus actif dans le maintien de services essentiels, tels que l'obstétrique, dont la rareté dans les régions périphériques constitue une crise de santé publique. En plus des avancées technologiques, des progrès significatifs devraient traiter les maladies chroniques telles que le diabète, avec le développement de médicaments de nouvelle génération au cours des 8 à 10 prochaines années. Cette innovation pharmacologique s'accompagnera d'une plus grande prise de conscience de l'impact de la nourriture sur la santé, bien qu'une telle perspective trouve une résistance dans les secteurs de l'industrie médicale, dont la rentabilité est historiquement liée aux interventions cliniques et non aux mesures préventives. L'adoption de régimes alimentaires plus équilibrés et l'appréciation des pratiques nutritionnelles personnalisées devraient gagner en force, entraînées par une base scientifique de plus en plus robuste qui corrèle les habitudes alimentaires aux résultats cliniques. Cette transformation matérielle reflète finalement un processus symbolique de mort et de renaissance, analogue à l'archétype de la tour ou de la mort dans le tarot, pas comme la fin de Absoluto, mais comme une métamorphose nécessaire. L'idée d'un mourir de renaître évoque une pause avec des paradigmes obsolètes, dont la validité a été postulée comme un dogme, mais a maintenant révélé insuffisant. Parmi ces croyances en déclin figure la notion que les institutions centralisées, telles que les agences gouvernementales ou les organisations supranationales, ont la capacité exclusive de résoudre les crises systémiques. Ce qui est réellement observé, c'est un éveil collectif pour comprendre que l'autonomie individuelle, et le lien avec un exemple supérieur de sagesse, qu'il soit interprété comme l'intuition, le guide spirituel ou une dimension transcendante de l'auto, constitue la base pour surmonter les défis contemporains. Cet éveil spirituel, bien que diffus, se manifeste dans des phénomènes de plus en plus fréquents, le développement spontané de compétences intuitives, la perception de réalités subtiles, telles que des présences ou des sons inexpliqués, et la recherche de signification au-delà du matérialisme réductionniste. De telles expériences, une fois reléguées à la marge du discours rationnel, gagnent la visibilité dans un contexte post-standard, dans lequel l'isolement forcé et la suspension des routines habituelles ont fourni un espace pour l'introspection. Le défi réside désormais dans l'intégration de ces expériences sans tomber dans l'extrémisme, soit par l'adhésion acriatique aux groupes dogmatiques, soit par le déni sceptique de leur légitimité. La clé de ce processus semble résider dans la connaissance de soi et la pratique délibérée de valeurs telles que l'amour et la gratitude, non pas comme des abstractions, mais comme des forces actives de transformation. Contrairement à ce qu'il suggère des récits dominants, qui conditionnent l'individu à la dépendance à l'égard des sources externes d'autorité, la véritable autonomie survient lorsqu'il est reconnu que la connaissance la plus pertinente habite déjà l'intérieur de chaque être. La pandémie, en ce sens, a agi comme un catalyseur, déstabilisant les structures et forçant un examen collectif des priorités. Si, d'une part, il a exacerbé des modèles dysfonctionnels, tels qu'une consommation excessive d'informations ou une aliénation passive, a ouvert la voie à un réexamen radicalaire de ce que signifie vivre avec un but. La pandémie a fonctionné comme un miroir impitoyable, reflétant des problèmes existentiels qui, en période de normalité, ont été utilisés pour reporter la mort sinueuse. Des questions comme « Suis-je satisfait de la carrière que j'ai choisie après des années de dévouement académique, ce chemin résonne toujours avec mes valeurs » ou « Que aspirez-vous vraiment à faire » a émergé d'une urgence inhabituelle. Pas par coïncidence, un phénomène social sans précédent a été observé, des professionnels de divers domaines, dont beaucoup de clients en consultation spirituelle, ont abandonné les trajectoires consolidées pour entreprendre leur propre entreprise, dominant des compétences auparavant impensables telles que la lecture de tarot ou matérialisant des projets créatifs endormis,
telles que la rédaction de travaux littéraires. Un nombre important d'individus ont constaté, dans le détention forcée, que leur capacité transcende les limites d'auto-imposées. Des phrases comme « je n'ai jamais imaginé pouvoir écrire un livre » sont devenues récurrents, suivies, souvent, par la surprise de voir des auteurs de récits complexes, pleins de symbolisme ou même d'éléments fantastiques, tels que des parcelles élaborées. Ce mouvement d'introspection collective n'était pas décontracté. La suspension temporaire des routines habituelles, y compris la liberté de circulation, a créé un vide qui, paradoxalement, s'est avéré fertile. Quand ils sont privés de distractions constantes, beaucoup ont été obligés de faire face à des questions fondamentales. Cet endroit où je me représente encore, mes relations professionnelles sont saines ou simplement fonctionnelles, quel rêve ai-je reporté au nom de la sécurité ? La finitude elle-même, plutôt une abstraction philosophique, a gagné des contours concrets avec la menace de la maladie, intensifiant l'urgence de ces réflexions. Si la plupart n'ont pas succombé au virus, l'expérience a laissé une marque indélébile, la conscience que l'existence est trop éphémère pour être vécue sur le pilote automatique. Les idées obtenues au cours de cette période ne doivent pas être gaspillées. Les révélations sur les désirs réprimés, les talents ignorés ou les chemins alternatifs, que ce soit pour publier une œuvre, à trouver une entreprise ou se consacrer à une action spirituelle de pratique. L'inertie dans ce contexte serait équivalente à vous trahir. Les circonstances actuelles, bien que difficiles, sont transitoires, les transformations personnelles, cependant, demandent. Suit le temps et la persévérance. La pandémie, dans son brut, a fonctionné comme un accélérateur de la conscience, exposant les dissections internes qui, une fois reconnues, ne peuvent plus être niées. Lorsqu'on lui a demandé quel message considérait comme essentiel à l'humanité en ce moment, les guides spirituels, selon les rapports de médiums et de plombiers, mettent l'accent sur un impératif intemporel, l'amour. Pas l'amour romantique ou conditionnel, mais la pratique radicale de vous aimer, votre voisin et le processus d'existence dans son intégralité. Cette directive comprend la patience avec ceux qui ne se sont pas encore éveillés à des dimensions plus élevées de la conscience. Il faut reconnaître que tout le monde n'a pas d'outils spirituels ou la disposition pour l'autoréflexion qui caractérise ceux qui recherchent activement la croissance intérieure. L'analogie avec des niveaux distincts de développement de l'éducation, en tant qu'élève du secondaire interagissant avec un enfant, illustre cette asymétrie. La compréhension limitée de l'autre ne devrait pas générer de la frustration mais de la compassion. Les guides insistent également sur l'inévitabilité du changement. Alors que beaucoup aspirent au retour à la normalité pré-standard, ceux qui s'engagent dans des recherches spirituelles ou métaphysiques savent qu'un tel revers est impossible. L'avenir sera construit sur de nouvelles bases, et l'adaptation à cette réalité nécessite une résilience. Même dans des contextes politiques ou sociaux apparemment chaotiques, il existe un niveau de renouvellement cyclique, les périodes d'instabilité précèdent des phases plus équilibrées. 3 ans peuvent sembler une éternité au milieu des crises, mais d'un point de vue historique, ils sont éphémères. Les structures se transformeront et la stabilité émergera, non pas comme une répétition du passé, mais comme une synthèse évoluée des leçons apprises. La recommandation finale est simple, bien que profonde, cultiver la gratitude, la bonté et l'amour inconditionnel dans chaque action quotidienne. Ces pratiques, lorsqu'elles sont systématisées, ont le pouvoir de transmuter la réalité individuelle et, par extension, le collectif. La garantie que cela passera également ne devrait pas être interprétée comme une démission passive, mais comme une invitation à l'action consciente. Ceux qui se sont déjà réveillés à cette vérité, et qui, par conséquent, recherchent du contenu aligné sur le développement spirituel, ont la responsabilité d'être des phares au milieu de la confusion des autres. Que ce rappel résonne comme appel, les graines plantées pendant la pandémie attendent la récolte. Ne les laissez pas se fléquer.